Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir. Peu importe à quel moment vous écoutez votre émission d'information, je vous souhaite la bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on va tout d'abord parler de la campagne de sociofinancement La Ruche de l'entreprise La Voix du Cheval de Trois-Pistoles. Par la suite, on va avoir une chronique littéraire avec le livre Un divan fleuri et une dépendante affective. Et finalement, en deuxième partie d'émission, on vous présente un point de presse de la coalition Riposte au plan santé. Mais tout d'abord, générique. On commence l'émission en vous parlant de la campagne de sociofinancement La Ruche de l'entreprise La Voix du Cheval, située à Trois-Pistoles. J'ai été rencontrer Mme Sophie Lavoie, qui est la fondatrice de La Voix du Cheval, pour qu'elle nous explique en quoi consiste sa campagne de sociofinancement. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'une campagne de sociofinancement La Ruche, la campagne de l'entreprise La Voix du Cheval de Trois-Pistoles. On est présentement en ligne pour une campagne La Ruche. En fait, on cherche des parrains puis des marraines pour parrainer notre troupeau de chevaux. On cherche aussi à établir une communauté autour du cheval, autour de qu'est-ce que le cheval peut apporter à l'homme dans son évolution. Je pense que de s'entourer d'une communauté via un groupe Facebook avec des vidéos, des capsules fort intéressantes sur le sujet, ça pourrait intéresser les gens aussi, là, comme parrain, marraine, à découvrir aussi leur animal, l'animal qui est parrainé, le troupeau. Et puis l'approche qu'on utilise aussi là, en thérapie assistée par le cheval. Madame Lavoie nous parle de parrainage. Eh bien, je me suis interrogé pour savoir en quoi ça consistait, le parrainage. En fait, les gens ils peuvent parrainer un cheval. Ça leur donne accès à une porte ouverte le 5 août pour vraiment venir visiter les chevaux sur place. Vraiment avoir un câlin de cheval, puis de venir les découvrir, de venir découvrir les lieux, de venir me découvrir aussi. Ça leur donne accès aussi à 50 % en retour en service. Donc, c'est des contributions en certificat cadeau que moi, je leur remets par la poste pour amener les gens à bénéficier de mes services, de venir faire des ateliers avec les chevaux. Fait que ça, c'est une belle opportunité aussi. Puis pour les entreprises, je leur offre la possibilité de mettre leur logo sur mon site Internet pour la saison 2023 et de faire des ateliers, mais plus du type team building, vraiment comme la consolidation d'équipes de travail pour apprendre à se connaître et à resserrer les liens entre travailleurs, entre coéquipiers, dans un milieu autre que le travail. Fait que vraiment en nature avec les chevaux pour un ressourcement, pour vraiment prendre soin d'eux. Fait que je pense que c'est un beau cadeau aussi à offrir à son équipe de travail pour les employés, pour les entreprises là, qui souhaitent offrir ça. Je pense que c'est un plus-value. La campagne a démarré il n'y a pas si longtemps.
Alors, je me suis interrogé pour la durée de cette campagne-ci. Tout le mois d'avril, en fait, ça va vraiment être la campagne de financement qui va prendre beaucoup de place dans notre quotidien. Et puis, je fais découvrir aussi les chevaux, là, puis le milieu via Facebook, vraiment pour informer les gens là, de en quoi leurs contributions vont servir. Puis, en fait, les contributions servent surtout pour les soins des chevaux. On a des chevaux qui sont retraités, des chevaux qui sont vieillissants. Puis on veut vraiment prendre le temps de donner soit les aliments, soit les médicaments, ou la nourriture vraiment appropriée pour eux, pour leur stade d'âge. Puis plus ils sont vieillissants, plus ils requièrent des petits besoins, des petites attentions particulières, là, comme des lamoulés qui est plus senior. Il y en a certains qui ont besoin de faire limer les dents chaque année parce que les dents poussent puis ils mangent moins bien la nourriture. Alors là, ça peut occasionner des petits problèmes de santé, fait qu'il y a ça. Parfois, il y a des vaccins, parfois, il y a des médicaments aussi. Il y en a certains qui ont mal aux genoux, ils ont de l'arthrose, puis tout ça, de l'arthrite, fait que ça prend un petit peu l'anti-inflammatoire ou des médicaments comme ça qui peut les aider là, à les soulager puis à ce qu'ils soient confortables. Le but de l'organisme La Voix du Cheval, c'est pour le bien-être humain, mais aussi le bien-être équin. On ne veut pas seulement prioriser le bien-être humain, puis au détriment du bien-être équin. C'est vraiment important pour notre philosophie d'avoir un double mieux-être. Autant chez le cheval que l'humain, on les place dans des situations les plus optimales pour que la rencontre soit le plus bénéfique. Que l'animal et l'humain soient dans une situation où ils ont besoin qui ont l'opportunité puis l'espace de se rencontrer comme être et d'être dans le bonheur ou le calme ou la détente. Les besoins sont tous comblés chez les animaux, donc sont plus disponibles là, à la rencontre. Beaucoup de gens connaissent la zoothérapie. Eh bien, la méthode de Mme Lavoie est un peu différente. Je lui ai demandé de nous l'expliquer. En fait, ma méthode est différente parce que ça s'appelle l'approche du mieux-être facilitée par le cheval. C'est une approche qui est peu connue ici au Québec, mais qui gagne en visibilité. C'est une approche qui vise le troupeau. En fait, on travaille en troupeau avec le troupeau cheval dans les champs et en liberté. Donc, cette approche-là promouvoit beaucoup des saines habitudes de vie chez l'animal, un milieu de vie optimal, justement, en liberté, avec ses congénères, en troupeau, avec de la nourriture en abondance et avec de l'herbe fraîche aussi. Fait que c'est des grands pâturages. Et puis, c'est vraiment d'inviter les hommes, finalement, à s'immerger, à s'intégrer, à s'adapter même au troupeau. Fait que c'est une connexion à la nature, une connexion à l'environnement du cheval, puis c'est aussi une connexion au troupeau. Donc, il y a vraiment l'opportunité d'avoir plusieurs interactions avec les chevaux, et puis aussi la possibilité de ralentir le rythme. Parce que les chevaux en nature, ils ont un rythme beaucoup plus lent que le rythme de l'humain. Donc, quand on s'imprègne de leur rythme, de leur façon de bouger, dans leur façon de communiquer, manger, respirer, c'est toutes des invitations à la détente. C'est toutes des invitations à la connexion à soi et une invitation à la connexion avec l'animal aussi. Donc, c'est une approche vraiment qui est aussi non directionnelle, c'est-à-dire qu'on met on met la table, comme on dit, puis les expériences se déroulent selon chaque personne, qu'est-ce qu'il a le goût d'expérimenter finalement. À quel niveau il a le goût d'aller à l'intérieur de lui ou de vivre au niveau des émotions, de vivre au niveau des peurs, des vulnérabilités, puis de l'exprimer, ou simplement de le vivre avec l'animal, en silence, sans jugement, sans discours. Fait que c'est vraiment entre lui et l'animal, et puis l'animal est vraiment un récepteur, finalement. Une méthode assez particulière, on va se le dire. Eh bien, je me suis interrogé pour savoir ce qui avait amené Mme Lavoie à pratiquer cette méthode-ci. J'ai fait une formation, moi, en mieux-être facilité par le cheval. Et puis, en fait, je suis formée comme zoothérapeute à la base. Et puis, la zoothérapie, ça touche l'ensemble des animaux. Donc, moi, mon but puis ma passion, ça a toujours été de travailler avec les chevaux. Donc, cette approche-là, cette formation-là m'a permis d'approfondir la connexion au cheval, puis d'approfondir aussi les messages, les connaissances, qu'est-ce qu'ils peuvent nous transmettre, quel exercice on peut faire pour travailler certains aspects de nous.
Donc, c'est vraiment une approche là, qui est pour moi très révélatrice de ma personne, puis que je crois qui est aussi très révélatrice là, pour les personnes qui désirent là, l'expérimenter. L'entreprise La Voie du Cheval est située dans le motel agricole de la MRC Les Basques. Alors, j'ai demandé à Mme Lavoie de nous en parler un peu. On est locataire, donc on loue la partie du bâtiment que vous avez vu avec les box. Et puis, on loue un espace dehors aussi pour le pâturage. Donc, nous loger ici au motel agricole, ça est vraiment très utile et aidant pour notre démarrage, pour démarrer notre projet, puis gagner en visibilité. Je pense que c'est un avantage énorme de ne pas devoir s'endetter ou d'acheter un bâtiment avec beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités financières qui nous amènent dans un rythme d'aller chercher de l'argent, puis ça. Puis moi, vraiment, je priorise l'humain, moi, et les chevaux, puis je veux que ça soit une bonne qualité de vie, qu'on ne soit pas dans le stress, puis dans la performance. Puis c'est vraiment d'abord et avant tout un milieu de vie, un échange avec les chevaux. Pour moi, je suis tellement ravie, tellement contente d'avoir mon troupeau. Déjà ça, c'est une victoire pour moi. Puis le reste, bien, c'est de partager ma passion, partager la sagesse des chevaux aux autres. Puis après, ça va dérouler, là, je suis sûre, là, vers une entreprise de ressourcement ici là, pour la région. Qui dit campagne de sociofinancement dit appel à tous. Eh bien, Mme Lavoie avait un appel à tous à vous faire. J'aimerais vraiment inviter les entreprises, les organismes, les particuliers, les fondations, les familles, tous les gens qui veulent vraiment faire partie de la communauté. Je pense que ça, premièrement, ça peut être un intérêt. Et puis, contribuer aux soins des chevaux, les parrainer, vraiment d'avoir une vue exclusive sur ce qui se passe ici dans notre milieu de vie, dans la relation avec les chevaux, dans leur personnalité, dans les messages qu'ils ont à transmettre aux gens. C'est d'abord et avant tout un milieu de vie, fait que ça se pourrait qu'il y ait des bénévoles, ça se pourrait qu'il y ait des étudiants, ça se pourrait que... tout le monde est bienvenu. Tout le monde qui a le désir d'avoir un contact avec le cheval, qui m'appelle. Puis on va prendre une entente s'il y a les moyens qui ne sont pas là. On va prendre une entente ensemble. C'est pour ça que je fais la campagne de financement aussi, pour avoir un petit budget, pour que s'il y a des jeunes ou des personnes âgées ou des adultes qui me disent « j'aimerais bien, mais j'ai pas les moyens », bien, on va pouvoir justement prendre cet argent-là pour parrainer la thérapie là, avec la personne. Vous voulez plus d'informations sur l'entreprise La Voie du Cheval ou contacter directement Mme Lavoie? Eh bien, voici comment faire. C'est possible de visiter ma page Facebook, La Voie du Cheval. C'est possible aussi de visiter mon site Internet, lavoieducheval.ca. C'est possible de me rejoindre par téléphone aussi au 450-302-9729. C'est possible aussi de m'envoyer un courriel à lavoiecheval@commercialgmail.com. L'entreprise s'attarde au travail avec les chevaux. Eh bien, c'était tout naturel pour moi d'aller à la rencontre des vedettes de La Voie du Cheval. Ici, on a Chétane. Donc, Chétane, c'est une femelle de 26 ans. Chétane, elle appartient à un propriétaire partenaire de La Voie du Cheval qui a décidé de faire participer son cheval pour les ateliers de groupe. Donc, c'est une petite femelle vieillissante et puis super douce. On apprend à la connaître. Ça fait pas tellement longtemps qu'elle est ici, ça fait environ 3 semaines. Kira, c'est une petite femelle également, donc d'environ une quinzaine d'années. Kira, c'est une femelle qui appartient à La Voie du Cheval. Elle est plutôt douce, drôle. C'est un petit format, donc elle aime beaucoup les enfants. Les enfants l'aiment beaucoup également. Beaucoup les femmes aussi. Si on a vraiment besoin d'un câlin, d'une tendresse, d'un bisou, je pense que ce cheval-là est vraiment très affectueux. Ici, on a Thunder. Thunder, c'est un mâle d'une quinzaine d'années. Donc, il appartient à La Voie du Cheval. Thunder, c'est un cheval très expressif. C'est un cheval très sensible aussi. C'est un cheval qui est fringant, qui est élégant. C'est un cheval assez actif. C'est un cheval là, qui peut nous faire découvrir nos forces au niveau de la capacité de mettre nos limites. C'est un cheval qui peut peut-être tester parfois, justement, à quel point on met nos limites ou qu'on est directif. Fait que c'est le deuxième leader du troupeau.
Ici, on a Juan. Donc, Juan, c'est le plus jeune et le plus gros. Il a 8 ans. Donc, c'est un cheval de trait. C'est un percheron. Donc, il est quand même très grand pour sa race. Juan, c'est un gentil géant. Donc, malgré qui est imposant par sa grosseur, c'est un cheval qui est plutôt doux, plutôt tendre, plutôt bienveillant aussi. C'est un cheval vraiment là, qu'on peut là, se sentir en confiance à ses côtés, qu'on se sent enrobé, protégé, on se sent vraiment là, reconnu aussi. Fait que Juan, c'est le leader du troupeau. Fait que c'est lui qui dirige là, l'ensemble des interactions dans le troupeau. Fait que ici, on a Merlin. Merlin, c'est un cheval qui est à la retraite, donc qui appartient à la Voile du cheval depuis novembre dernier. Il nous a été donné en fait en adoption là, pour l'intégrer au troupeau de la Voile du cheval. Donc Merlin, c'est un ami pour la vie. Il est tellement doux ce cheval-là. Il est bonasse, tu sais. Il va se laisser faire, il va se laisser prendre, il va se laisser cajoler. C'est un cheval aussi qui est drôle. Il est toujours la petite babine, là, prête à jouer, là, prête à te mordiller, à te découvrir, là, à rigoler. Fait que c'est un cheval plutôt drôle. Fait que c'est ça. Avec Merlin, beaucoup de personnes qui... il est tendre. Il est assez drôle aussi. Ici, on a Moulane. Donc, Moulane, c'est un cheval qui arrive avec Merlin, le précédent. Ils arrivent les deux du même endroit, donc je les ai adoptés les deux ensemble. Donc, ils ont passé leur vie ensemble. C'est un cheval qui est en apparence distant, comme on peut voir. Il préfère sa bulle. C'est pas un cheval qui va venir te voir en premier dans le parc. C'est un cheval que tu dois apprendre à découvrir. Tu dois arriver avec ta douceur. Parce que quand il voit que l'humain est tendre, puis qu'il a des gestes plutôt tendres, puis calmes comme ça, c'est un cheval qui est vraiment amoureux, là. C'est vraiment un cheval là, qui va se laisser beaucoup plus là, approcher, câliner. Mais il est plutôt indépendant, là, comme vous pouvez voir là, en ce moment, il préfère garder sa bulle. Ici, on a Raya. C'est une femelle âgée d'environ 22 ans. Donc, c'est une petite quarter horse. Raya, elle est retraitée des compétitions, retraitée aussi de la maternité, retraitée aussi des cours d'équitation. Fait que c'est un cheval qui a été beaucoup sollicité par l'homme. Donc, comme vous pouvez voir en ce moment, elle est plutôt indépendante, plutôt à vouloir rester dans sa bulle. Un peu méfiante aussi de savoir, est-ce qu'ils vont me demander de travailler encore? Fait que pour l'instant, Raya est à retraite. Il y a juste ma petite fille qui fait des balades des fois. Mais c'est vraiment un cheval qui a beaucoup d'expérience. Les gens qui vont se rapprocher d'elle, ils vont souvent être sensibles à sa sagesse, à son calme intérieur, à son indépendance. C'est un cheval qui n'aime pas beaucoup le contact physique, par contre. C'est pas un cheval qu'on peut câliner. C'est vraiment un cheval qu'on peut rester proche, puis qu'on peut là, vraiment se connecter à une certaine distance. Puis parfois, elle apprécie beaucoup se faire brosser, mais quand ça y tente. Puis quand ça ne tente pas, c'est assez clair. Comme là, ça ne tente pas, fait qu'on ne l'aura pas. Mais c'est un cheval, là, c'est ça, qui apprend à mettre ses limites. Puis je pense que elle peut devenir une bonne enseignante à ce niveau-là, étant donné qu'elle a élevé des poulains. C'est assez clair quand elle communique dans son non-verbal. Donc pour les humains qui parfois n'est pas trop certains, avec elle, c'est sûr. C'est clair. Fait que voilà, on a toujours l'heure juste avec elle. L'appel est lancé. Vous avez donc jusqu'au 12 mai pour contribuer à la campagne La Ruche de La Voix du cheval. À présent, on se tourne vers une chronique littéraire à propos d'un livre qui s'intitule « Un divan fleuri et une dépendante affective ». Vous aurez compris qu'on s'intéresse à la dépendance affective et pour m'en parler, j'ai pu rencontrer Mme Josée Giguère, qui est l'auteure du livre et qui est également intervenante spécialisée en dépendance. Aujourd'hui, on fait une chronique littéraire avec une auteure qui se nomme Josée Giguère, qui nous parle d'un livre sur la dépendance affective. Bonjour Mme Giguère.
Bonjour. Ça va bien? Oui, je vais bien, merci vous-même, M. Pépin. Oui, ça va très bien, merci. Le titre du livre, c'est Un divan fleuri et une dépendante affective. Tout d'abord, j'aimerais vous entendre me parler du contenu du livre. Ben, c'est un livre que j'ai décidé d'écrire pour 3 raisons. D'abord parce que j'ai moi-même souffert de dépendance affective et de multiples dépendances pendant de nombreuses années. Je suis aussi thérapeute intervenante spécialisée en rétablissement de dépendance. Et pour moi, l'écriture, ça a vraiment été un moyen d'exorciser et aussi de comprendre ce que c'est la dépendance affective. Et le contenu du livre, je l'ai vraiment voulu et souhaité pour faire la lumière sur les comportements qui sont liés à la dépendance affective. Parce que sur le marché, on retrouve beaucoup de littérature sur la dépendance affective où on va expliquer d'où ça vient, mais rarement on expose d'une façon, je dirais, aussi crue les comportements qui sont liés à la dépendance affective. Et c'est souvent ces comportements-là qui nous amènent à une perte de dignité et à beaucoup de souffrance. À l'arrière du livre, on peut lire que c'est un mélange d'anecdotes autobiographiques et de fiction. Quelle part la fiction et quelle part le côté autobiographique prend dans le livre? Ça, c'est la question que tout le monde me pose. Je dirais environ 40-50. Donc, 50 de fiction et 40 autobiographiques. Mais il y a aussi beaucoup de choses que je suis allée chercher chez d'autres dépendants que j'ai côtoyés dans diverses fraternités, mais aussi dans ma pratique personnelle comme intervenante. Mais tout ce qui touche à ma famille, à la famille, c'est vraiment directement là, de l'autobiographie. OK. Au niveau du personnage qu'on suit tout au long du livre, est-ce que c'est vous directement ou c'est un personnage que vous avez composé? Non, c'est moi. Je suis partie de moi, mais à travers ça, je lui ai brodé parfois des petits bouts de vie qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à d'autres personnes. Et j'ai écrit ce livre suite à une rupture amoureuse très douloureuse parce que j'étais vraiment dans une relation toxique, mais aussi dans une relation de très grande dépendance affective. Et j'ai complètement perdu pied dans ma vie. Et ce qui m'a aidée à me retrouver, ça a été justement l'écriture. Alors, c'est plusieurs années plus tard que j'ai décidé finalement de prendre tous les écrits que j'avais mis dans un journal personnel pour me libérer de cette relation-là et d'en faire une nouvelle littéraire. Dans le livre, on constate que le personnage principal consulte une thérapeute pour travailler sur elle-même, du nom de Fanny. Toutefois, dans le livre, on peut voir que ça va avoir beaucoup plus de fruits, cette thérapie-là, avec une certaine D. Oui. D, est-ce que c'est une personne fictive ou c'est D pour dépendance? Ah! Je l'avais pas vu comme ça, mais oui, c'est intéressant, votre vision des choses. Non, c'est pour la première lettre du prénom de cette thérapeute-là. Mais oui, effectivement, ça pourrait être D pour dépendance. Puis, la rencontre avec la première thérapeute a quand même été révélatrice parce que c'est cette personne-là qui m'a vraiment mis face à ma propre dépendance. Mais c'est vraiment le travail que j'ai fait plus tard avec D, oui, qui m'a vraiment aidé à traverser cette dépendance-là. Pour les gens qui seraient peut-être intéressés à consulter à la suite de la lecture, l'ouvrage que vous avez vous-même consulté avec D, c'est quel livre en fait? Amour toxique. Amour toxique, parfait. Oui. Ce livre-là, vous l'avez dit, c'est un peu une thérapie pour vous-même. Est-ce que vous avez eu pour mission d'aller rejoindre plusieurs autres personnes pour les aider également? Bien, mon travail, de par mon travail, moi, je suis intervenante thérapeute spécialisée, TTS, spécialisée en rétablissement de dépendance. Et la dépendance affective est devenue vraiment mon cheval de bataille parce que c'est une dépendance qui est méconnue, qui est mal connue et c'est la mère de toutes les dépendances. Alors, moi, ma croyance et celle de plusieurs spécialistes aussi vient du fait que si j'ai développé d'autres dépendances, par exemple à des substances, c'est qu'à la base de tout ça, il y avait de la dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est quelque chose qu'on va beaucoup associer à des personnes qu'on appelle des bandes velcro. On a l'impression qu'un dépendant affectif, c'est quelqu'un qui est rien capable de faire sans les autres, qui s'accroche constamment aux autres.
C'est vrai, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, la dépendance affective, c'est vraiment, dans mon enfance, une construction qui ne s'est pas bien faite. Alors, mon développement affectif, c'est comme arrêté à peu près à l'âge de 7 ans. Et je suis devenue un adulte, finalement, mais j'ai encore un enfant à l'intérieur de moi. Et c'est cet enfant-là qui est continuellement à la recherche d'amour et d'approbation des autres à l'extérieur de lui. Donc, un dépendant affectif, c'est quelqu'un qui finalement devient une personne très exploitable, manipulable et influençable parce que c'est une quêteuse ou un quêteur d'amour. Pour trouver ma valorisation, ma valeur personnelle, pour sentir que je suis quelqu'un qui est digne d'amour, j'ai besoin qu'une autre personne vienne me remplir. Alors, c'est ce qui me place souvent dans des situations pour plusieurs personnes qui vont endurer des relations de couple qui sont destructrices parce qu'ils n'arrivent pas à se sortir de cette croyance-là que sans les autres, je suis rien ou en tout cas moins. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans une relation toxique? Bien, c'est difficile pour certaines personnes de se rendre compte qu'ils sont dans une relation toxique parce que souvent, c'est toujours ce qu'ils ont connu. Alors, une relation toxique, c'est une relation dans laquelle je ne suis pas respectée, dans laquelle je ne peux pas être moi d'une façon authentique, dans une relation où ça ne sera pas égalitaire. Donc, souvent, ça ne sera pas la même chose pour les deux personnes. Ça va être une relation où il va y avoir des mensonges, où il va y avoir de l'infidélité, où il va y avoir aussi parfois de la manipulation, des jeux de pouvoir, mais vraiment fait d'une façon qui peut parfois laisser croire que c'est de l'amour, hein, parce que quelqu'un qui veut manipuler une autre personne peut dire « je le fais pour ton bien ». Mais quand je suis quelqu'un qui est affectivement immature, je suis quelqu'un qui devient très exploitable parce que j'ai tellement besoin de l'amour de l'autre que c'est comme si je lui remets un peu ma vie entre ses mains, puis je perds mon jugement. Généralement, les gens qui sont dans des relations toxiques, ils vont ressentir un mal-être qu'ils ne sont pas capables vraiment de nommer. Je ne suis pas bien. Pourtant, j'ai tout pour être heureux ou j'ai tout pour être bien, mais il y a quelque chose qui fait que je me sens pas bien. Évidemment, dans une relation toxique, on va retrouver aussi beaucoup de jalousie, puis parfois un désir de renfermer l'autre, hein, d'avoir l'autre juste pour moi, de l'isoler pour pouvoir combler mes besoins à moi. Et ça peut être aussi une relation où on va retrouver d'autres types de consommation. Donc, des gens qui vont être dépendants affectifs, mais qui vont aussi avoir des consommations de drogue, une sexualité aussi au niveau de la pornographie, de la consommation de pornographie, d'alcool. Fait que parfois, il y a aussi d'autres dépendances. Et comment est-ce que, pour vous qui l'avez fait, comment est-ce qu'on s'en libère? C'est un travail. D'abord, c'est une prise de conscience. Hein, d'abord, d'amener ça à notre conscience qu'on est dépendant affectif. Moi, je vous dirais que c'est la dépendance qui fait le plus honte aux gens. Moi, je travaille avec des toxicomanes qui ont utilisé des drogues dures et ils ont moins de difficultés à dire qu'ils ont consommé du crack, qui sont dépendants affectifs. La dépendance affective, c'est comme une espèce d'étiquette qu'on ne veut pas se coller sur soi et qu'on ne veut surtout pas que les autres nous collent parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va être rejeté puis que c'est vraiment de la faiblesse que d'être dépendant affectif. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller chercher de l'aide. On ne peut pas se sortir d'une dépendance comme celle-là si on n'est pas soutenu. Il existe beaucoup de groupes d'entraide, entre autres les fraternités anonymes. Souvent, les gens vont commencer par là. Puis il y a souvent les caractéristiques, 12 caractéristiques d'un dépendant affectif. Donc, les gens vont se reconnaître à travers ça. Parfois, on a besoin aussi de l'aide d'un psychothérapeute ou d'un intervenant en dépendance pour nous aider à voir clair. Et moi, j'anime des ateliers sur la dépendance affective. Donc, aussi, si on peut trouver des groupes de soutien, d'entraide, ça peut nous aider. Mais tout seul, c'est extrêmement difficile d'en arriver à un changement de comportement parce que c'est tellement vaste et c'est souvent tellement ancré dans notre façon d'être et d'entrer en relation avec les autres que sans support extérieur, on n'y arrive pas. Si on en vient au travail du livre, combien de temps est-ce que ça vous a pris pour travailler sur ce livre? Ça n'a pas été très long. J'ai fait ça pendant la pandémie. Je l'ai écrit pendant la pandémie, donc j'avais du temps. Et puis, je dirais que j'ai consacré peut-être pas tout à fait une année, mais j'avais déjà colligé toutes ces informations-là avant dans mon journal personnel que j'avais écrit suite à ma séparation il y a plusieurs années.
Donc, j'ai pu ramasser tout ça, puis en faire une courte nouvelle littéraire. Je voulais pas quelque chose qui soit long. Je voulais quelque chose qui soit punché, quelque chose qui vienne vraiment rapidement, quelque chose qu'on commence à lire puis qu'on veut pas arrêter de lire. Donc, puis quelque chose qui donne de l'information. Je voulais aussi que le lecteur sente tout le rythme d'angoisse qui m'habitait à ce moment-là. Puis, cette écriture-là a été vraiment très salvatrice pour moi. Et je vous dirais que j'y ai consacré en tout peut-être une année complète. OK, OK. Et on le sait que pour certaines œuvres littéraires, on va écrire un rough qu'on appelle, puis après ça, on va comme retrier les informations qu'on va vouloir y mettre. Est-ce que ça a été votre cas dans ce livre-ci? Ben moi, le tri a déjà été fait. Il avait déjà été fait par mon journal, hein, le journal que j'avais écrit. Donc, j'ai relu mon journal et j'ai vraiment ressorti à ce moment-là les choses que je trouvais le plus intéressant. Évidemment, moi, je l'ai fait en libre édition. Donc, j'ai une réviseure qui a revisé mon livre, puis elle n'a pas retouché au contenu, mais parfois au niveau des tournures de phrases, parfois au niveau de la syntaxe, parfois sur, bon, comment je pourrais dire les choses autrement. Donc, il y a eu un travail de collaboration aussi à ce niveau-là. Est-ce que vous aviez eu d'autres expériences au niveau de l'écriture? Non, ça, c'est mon premier livre. Je n'avais jamais écrit. C'était même pas vraiment un projet. C'est une idée qui m'a germé à un moment donné. Puis je me suis dit, oh, je pense que ça pourrait aider les gens. Puis ça s'est vraiment fait. Moi, je pense que quand on est sur la bonne chose, hein, qu'on décide de faire un projet comme ça, puis que tout s'emboîte facilement et rapidement, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. Et il n'y a eu aucune embûche pour l'écriture de ce livre-là. Ça a vraiment coulé. Fait que je me dis, oui, c'est vraiment une première expérience. Puis je suis en train d'écrire la suite parce que j'ai laissé une fin ouverte. Donc, la suite est en écriture aussi. C'est bien que vous le souleviez. C'était ma prochaine question. J'allais vous demander justement si cette expérience-là vous avait lancé la fibre de l'auteur. Donc, vous me répondez à ma question. Oui, puis je me suis vraiment découvert un plaisir puis un petit talent par rapport à l'écriture. Donc, c'est vraiment... Puis moi, je veux que ça fasse œuvre utile. Ça, pour moi, c'est important. Que ça touche aussi les gens puis que ça aide les gens aussi dans leur souffrance. Et le livre, les gens peuvent se le procurer à quel endroit? Principalement en communiquant avec moi. Donc, les gens peuvent le faire directement sur Facebook, Josée Giguère. J'ai aussi une page professionnelle, Service de relations d'aide Josée Giguère. Les gens font leur commande, puis je l'envoie par la poste. C'est la meilleure façon de le faire. Il y a 2 librairies qui en tiennent quelques copies. Elles sont à Sainte-Thérèse et à Laval, mais c'est principalement par la poste là, que j'achemine mon livre. Puis il est au coût de 10 $, donc il est très accessible. Donc, un divan fleuri et une dépendante affective. Je vous le conseille pour l'avoir lu moi-même. C'est très enrichissant au niveau de la dépendance affective. Merci, Mme Giguère. Ça a été un plaisir. Merci, moi aussi. Bonne fin de journée. On est rendu à la moitié de notre émission. On prend donc une pause publicitaire. Et au retour, on va aller écouter le point de presse de la coalition Riposte au plan santé. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Je m'appelle Mihaela Radu. Quand j'ai commencé le bénévolat, c'était pour
voir un peu comment ça marche. Tu peux te développer un peu plus quand tu commences notre vie. Tu commences de zéro, c'est pas facile. Mais le bénévolat m'a aidé beaucoup. C'est important de faire le bénévolat avec la passion. On est de retour à l'émission. On s'en va maintenant visionner le point de presse qui a eu lieu la semaine dernière de la coalition Riposte au plan santé. Cette coalition avait pour but d'alerter la population sur les enjeux du plan santé qui est à paraître. Vous pourrez entendre Mme Laurence Guénette de la Ligue des droits et libertés, le Dr Arnold Haberman, qui est membre du collectif Soignons la justice sociale, et Mme Nathalie Désiel, qui est la directrice du regroupement des aidantes et aidants naturels. Mon nom est Laurence Guénette, je suis porte-parole et coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés. Donc, notre organisation est vouée à la promotion et à la protection des droits humains depuis 60 ans maintenant. Et les coalitions qui sont rassemblées ce matin regroupent plusieurs types d'organisations de défense collective des droits, des organisations syndicales, des groupes communautaires, des associations de médecins et autres. Ce qui nous rassemble ce matin, c'est la volonté de lancer un signal d'alarme face à des enjeux et des transformations qui impactent et qui vont impacter notre système public de santé et de services sociaux et plus largement notre droit à la santé. D'ailleurs, nous allons prendre un moment pour reconnaître qu'on est ici sur un territoire autochtone non cédé. Et comme on aborde aujourd'hui le droit à la santé, on sait que les Premières Nations, les personnes autochtones souffrent du racisme systémique qui est présent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et nous appuyons leurs revendications pour que le principe de Joyce soit adopté par les gouvernements afin de garantir à toutes les personnes autochtones le respect de leurs droits à la santé. Donc, à la Ligue des droits et libertés, notre analyse parle vraiment du droit à la santé, qui est un droit humain. C'est beaucoup plus large que de simplement dispenser des soins. Ça ne se limite pas à des délais d'attente en chirurgie ou à la possibilité de voir un médecin. En fait, le droit à la santé, c'est le droit de toute personne au meilleur état de santé physique, psychologique et sociale qui est susceptible d'être atteint. Donc, on est bien au-delà de l'absence de maladie. Et je prends le temps de le mentionner pour appuyer sur le fait que les services sociaux sont une part vraiment intégrante du droit à la santé et du système public que nous souhaitons protéger. La réalisation du droit à la santé nécessite certaines conditions essentielles pour favoriser son exercice, dont la participation de la population à la prise de toutes les décisions en matière de santé, et aussi la disponibilité des services de santé, leur accessibilité physique, leur universalité, leur accessibilité économique, leur gratuité, sans discrimination, etc. Donc, on y reviendra à travers les paroles de mes deux collègues ici qui vont intervenir. On vient de traverser une pandémie qui aurait dû entraîner des changements. Donc, une pandémie qui nous a confirmé, et plusieurs organisations internationales l'ont soutenu aussi, qu'il était vraiment nécessaire de consolider nos services publics de santé. Malheureusement, c'est le contraire qui se passe en ce moment. Donc, d'une part, le déploiement du plan santé, un plan qui a été annoncé à l'hiver 2022, et dont plusieurs mesures ont été mises en place à ce jour, annoncées, mises en place sans aucun débat public et démocratique. Et le projet de loi 15, qui a été déposé à la fin mars dernier, s'inscrit dans la foulée du plan santé, mais n'en est pas le seul et unique élément. C'est un projet de loi lourd de plus que 1100 articles et on craint aussi le déficit démocratique, même dans le cadre du projet de loi, qui est tellement massif et en même temps, on ne se laissera pas distraire par un projet de loi qui, bien qu'il soit très important et qui doit être examiné, est un élément supplémentaire au plan santé qu'on voit se déployer depuis des mois et qui amène des changements majeurs sans aucune consultation. Donc, aujourd'hui, on est ici pour alerter la population. On est ici aussi pour annoncer le lancement d'une série de vignettes qui visent à sensibiliser le grand public. On en parlera tout à l'heure. Et surtout, on dit tout ça se passe beaucoup trop rapidement, des changements majeurs qui s'opèrent beaucoup trop rapidement
et sans qu'on soit consulté et qui ne sont pas favorables au droit à la santé. Donc, stoppons la machine maintenant. Pour me présenter, je m'appelle le Dr. Arnold Aberman. Je suis membre du collectif Soignons la justice sociale et le représentant à la coalition. Aussi, je travaille au CRC à Beauharnois depuis maintenant 46 ans. Je suis ici pour vous présenter comment le plan santé et le projet de loi 15, en augmentant la prestation privée, aura un impact négatif sur l'offre des soins. Le plan santé est construit de manière à répondre à de nombreuses revendications justifiées. La fin du travail supplémentaire obligatoire, le décloisonnement des professionnels, la réduction de recours aux agences privées, l'accès à le professionnel de la santé pour tous les patients orphelins et d'autres revendications demandées de longue date. Mais les aspects régressifs dépassent de loin tout gain sans date de mise en application. L'approche demeure médicalo-centriste, la pivotation étant au cours du projet de la CAQ, avec une conséquence de renforcement des groupes de médecine familiale au détriment des CLSC. Il y a peu d'efforts pour analyser les détriments sociaux de la santé et aucune mention des déterminants structurels, tels que le racisme, l'homophobie et le colonialisme, et son impact sur les populations marginalisées, les migrants, les populations autochtones, les sans-abri, les personnes handicapées et autres, même si Dubé part de son plan comme une refondation en santé. À l'heure actuelle, environ 30% des soins de santé sont privatisés. Et si nous permettrons à la CAQ d'aller de l'avant avec son projet d'intégration du secteur privé au sein de notre système de santé publique, avec les cliniques médicales associées qui comprend les centres médicaux spécialisés, il aurait un effet dévastateur sur l'université, la gratuité, en passant nulle part dans la loi est-ce que les mots université et gratuité est mentionné. L'équité et l'accessibilité des soins de santé. Ce sont des éléments essentiels pour l'exercice du droit à la santé qui est un droit humain. Le secteur privé profite de la croissance de la télémédecine qui s'est produit pendant la pandémie. Dialogue Technologie de la santé, entreprise québécoise, a vu son chiffre d'affaires croître de proche 500% au cours des 2 années de la pandémie. La télémédecine présente de nombreux avantages. Moins d'arrêts de travail, des résolutions rapides de nombreux problèmes simples, mais les dangers sont importants dans la mesure où elle détournerait les médecins et autres travailleuses et travailleurs de la santé du secteur public qui vont travailler dans les institutions de télémédecine, ainsi que son impact négatif sur la qualité et la continuité des soins de santé adéquats. Quant à l'accessibilité, même bien que l'article 453 de la loi stipule que l'application n'affecterait pas la capacité du réseau public de santé et de services sociaux, notamment à ce qui concerne la main-d'œuvre requise pour le fonctionnement de ces réseaux, c'est totalement irréaliste. Un gâteau ne peut pas être divisé en autant de morceaux et nourrir le secteur privé d'un morceau et laisserait moins au secteur public. Durant une tournée des régions faite par le Collège des médecins de Québec, un des constats qu'ils ont fait est que si l'intention gouvernementale est de rendre le privé complémentaire au réseau public, on fait la perception de tout le monde, c'est loin de le cas. Souvent perçu comme un ennemi, le privé est minimalement un trouble fait qui siphonne les meilleures ressources de réseau public et les crème. Dans un récent sondage de Angus Reid, en février 2023, 76% des Québécois craignent que l'expansion des soins privés ne fasse qu'aggraver la pénurie de personnel qui ont tourmenté le système de santé du pays ces dernières années. Et ils ont tout à fait raison. C'est ce qui se passe en ce moment et qui va continuer de s'aggraver. Quant à la gratuité et l'équité, on ne peut pas qu'imaginer comment les cliniques médicales associées utilisaient l'article 456 à ses avantages. Les seules sommes d'argent qui peuvent réclamer des usagers, on parle ici maintenant des frais accessoires, qui obtiennent un service médical spécialisé d'une clinique médicale associée en application de l'entente, sont celles qui auraient normalement exigé l'établissement associé à la clinique à l'occasion de la prestation de ces mêmes services, pourvu que ces sommes aient été prévues par l'entente.
C'est compliqué, mais en gros, il peut charger les frais accessoires comme il veut. En Ontario, ce qu'ils font, ce qu'on appelle ça le upscaling. C'est-à-dire, quelqu'un, il va arriver pour changer une lentille parce qu'ils font une cataracte. Et au lieu le prix couvert par le gouvernement, c'est le prix de base, mais ils vont ouvrir des lentilles super sophistiquées, trifocales et tout ça pour augmenter les prix. C'est ça. En plus, Christian Dubé veut des Top Guns. Alors, on se rappelle des Top Guns. Le secteur privé pour diriger sa future agence Santé Québec et moyen d'améliorer la performance de l'efficacité de plus gros réseaux de l'État. S'il y a quelque chose qui garantit la transformation de notre secteur de santé en entreprise économiquement viable, c'est que Santé Québec fonctionnerait comme une société d'État. Et c'est marqué dans le projet de loi, dans les notes explicitives 5, si ça va fonctionner comme ça. Dans les mots du Premier ministre Legault, ce serait une hydro-santé. Et ils sont en panne aujourd'hui. Le maître mot est performance. Ce n'est plus la qualité de relation clinique entre le prestataire et le patient qui serait fondamentale, mais plutôt la quantité de contacts par jour. N'oublions pas la notion de financement axé sur le patient, aussi dans le plan de santé, ce qui exercera une pression démesurée sur les hôpitaux pour concurrencer économiquement le secteur privé pour un concept qui s'est avéré inférieur en termes de soins aux patients. Si le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, y affirme qu'il mise sur la pertinence, l'efficacité et la création de valeur dans le respect des principes qui me sont chers et qui sont chers à notre société, l'universalité, accessibilité, l'équité et la qualité des soins, ceci est dans le plan de santé sur la page 3. Il est vraiment à côté de la traque avec le projet de loi 15. On ne se remet pas encore de la désorganisation profonde des réseaux et de la perte de décision terrain qui fut causée par le lobby dévastatrice de Gaétan Barrette. Que Christian Dubé maintenant propose une nouvelle muture compatible centralisatrice qui ne répond en rien aux besoins actuels des soignants et des patients. Elle ouvre la porte à l'entreprise privée et la fragmentation de services dont la qualité n'est pas surveillée. Offert selon les capacités individuelles de payer. Ils ne répondent pas aux demandes des soignants épuisés et compétents qui restent dans les réseaux publics par cœur et par conviction. Cela aurait des coûts sociaux importants. Voulons-nous revenir à l'époque de nos grands-parents avant 69, où, sous la pression publique, la régie de l'assurance maladie était formée en 69, une époque où on payait pour recevoir des soins. Les soins de santé et les services sociaux ne sont pas un produit commercial acheté au prix le plus économique viable, mais un droit humain pour toute personne d'accéder gratuitement à tous les soins médicaux nécessaires. Le gouvernement doit réinvestir dans les réseaux publics avec nos impôts parce que la santé, c'est un bien public. Bonjour, je suis Nathalie Désiel, directrice du regroupement des aidantes et aidants naturels et aussi membre du comité de coordination de la Coalition Solidarité Santé que je représente à titre de porte-parole aujourd'hui. La Coalition Solidarité Santé est un regroupement québécois créé en 1991, composé d'organisations syndicales, communautaires et de comités de citoyennes et de citoyens. Elle comprend également des groupes féministes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des personnes proches aidantes. La défense des grands principes qui constituent les pierres angulaires du réseau de santé depuis sa mise sur pied, à savoir le caractère public, la gratuité, l'accessibilité, l'universalité et l'intégralité, sont à la base de toutes les interventions de la Coalition Solidarité Santé. Comme les autres organisations présentes aujourd'hui, nous sommes préoccupés par les changements majeurs proposés dans le fastidieux document de plus de 300 pages et composant 1136 articles de loi. Comment pouvoir faire le choix libre et éclairé d'accepter toutes ces nouvelles mesures si nous n'avons même pas le temps d'en saisir toute l'ampleur? Nous revendiquons aujourd'hui le droit d'être informés convenablement, consultés et entendus sur des changements majeurs qui nous concernent. Nous sommes inquiets des mesures proposées dans le projet de loi 15 pour l'autonomie des groupes communautaires. Selon son manifeste, la Coalition Solidarité Santé s'oppose à toute orientation gouvernementale qui atrophierait le principe d'autonomie des groupes communautaires autonomes en les obligeant à agir en substitution ou dans le prolongement du mandat des établissements publics et privés
de même qu'à répondre à des priorités gouvernementales. L'action communautaire autonome constitue l'une des formes de participation citoyenne les plus importantes, les mieux organisées et les plus engagées pour la justice sociale au Québec. Les organisations communautaires sont autonomes et doivent le rester. Ils ne sont pas un prolongement des services de santé et des services sociaux et devraient être libres de décider des actions qu'ils veulent mettre de l'avant. Toujours selon son manifeste, la Coalition Solidarité Santé réaffirme la nécessité de garantir des espaces démocratiques qui permettent aux citoyennes et aux citoyens de faire entendre leur voix quant à l'avenir du système québécois de santé et de services sociaux. Un de ces espaces démocratiques sont les comités d'usagers. Or, le projet de loi 15 les fait disparaître. C'est une énorme perte en termes de droits, en termes de défense des droits des usagers et une atteinte directe à la démocratie de proximité. La participation démocratique ne doit pas se limiter à des sondages de satisfaction. Nous devons avoir le droit d'être informés, consultés et écoutés pour exercer pleinement notre pouvoir de décider. Nous sommes aussi préoccupés de la représentativité des groupes vulnérables. Nous sommes inquiets des compositions des conseils d'établissement selon l'article 107, dont les membres seront nommés par le Conseil d'administration de Santé Québec. Quelle sera la réelle représentativité citoyenne? Les personnes présentes pourront-elles réellement s'exprimer librement si elles sont choisies par le gouvernement lui-même? De plus, qui sera responsable de la nomination des membres du Conseil d'administration ou du président de Santé Québec? La démocratie, ce n'est pas seulement de voter aux 4 ans. Elle est essentielle dans un système de santé publique sain. Nous souhaitons un système de santé de première ligne, public et communautaire, au sein duquel les membres de la communauté ont du pouvoir d'être entendus et de participer aux changements souhaités pour eux. Donc, on va maintenant conclure rapidement ces allocutions avant de passer à la période de questions. Je veux seulement rappeler que notre objectif aujourd'hui est vraiment d'alarmer la population devant à la fois ce qu'on a nommé donc l'accélération de la privatisation ainsi que le déficit démocratique dont nous souffrons, dont souffre le système public. La participation démocratique est essentielle à la réalisation de notre droit à la santé. Actuellement, le ministre Dubé confond les citoyens avec des usagers ou même des clients. Nous souhaitons que l'équité et la solidarité reviennent au cœur du système, et plutôt que de favoriser une expansion du privé qui cherche des opportunités d'affaires. Donc, nous exigeons une conversation collective et démocratique sur tous ces enjeux par rapport au système public de santé et de services sociaux. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, stoppons la machine des experts et remettons les gens au cœur des décisions. Et aujourd'hui, la Coalition du poste au plan santé lance une série de vignettes qui visent à sensibiliser le grand public en abordant certains enjeux qui touchent au système de santé et de services sociaux et en posant un regard critique sur certaines avenues et solutions qui nous sont proposées, mais qui nous paraissent être potentiellement dangereuses pour notre système et pour notre droit à la santé. C'est ce qui met fin à notre émission de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié les quelques reportages qu'on a préparés pour vous. Si jamais vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, on vous invite à faire tout ça sur tcbh.tv, à vous abonner à notre page Facebook pour voir les communiqués de presse quotidiens qui y passent, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.